venu à la présentation du livre de Traudi Malo, Artiste de l'ombre. Et bien évidemment, je remercie Traudi Malo d'avoir accepté de venir sur proposition, entre autres, de Bernard Rénal. Je ne le vois pas dans l'assistance, mais il est là. Pour venir présenter votre ouvrage qui est le fruit d'un travail qui a pris toute votre vie. Pour mémoire, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes une artiste peintre autrichienne, vous êtes diplômée de l'École des Beaux-Arts de Paris, après un an à Vienne, si j'ai bien compris. Vous êtes diplômée de psychologie clinique et sciences de l'éducation à Rennes 2. À la suite de plusieurs expériences, notamment en clinique psychiatrique, et tout un chapitre est consacré à, entre autres, à une clinique psychiatrique privée, vous exercerez le métier de psychologue spécialisé en art-thérapie durant 25 ans au centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes. Vous avez aussi enseigné pendant une dizaine d'années les arts plastiques dans de nombreuses institutions, à la fois scolaires et centres de loisirs. En parallèle, vous avez donné des cours de psychologie dans le cadre de la formation continue à l'école d'infirmiers, à l'Institut régional du travail social et à l'école de santé publique. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Dans l'avant-propos de votre livre, suite à vos différentes expériences, vous trouvez un point commun entre la psychologie et la peinture, à savoir l'observation. Vous dites, le peintre observe avec ses yeux et son esprit, le psychologue avec son esprit et son âme. Et pour vous, les deux sont complémentaires. Qu'entendez-vous par là? Oui, complémentaires, parce que ce n'est pas les mêmes regards quand même. Et puis ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est effectivement... les avantages, par exemple, je donne par exemple, hein, quand je marche dans la rue, je vois un mendiant dans un coin de la rue. Avant, quand j'étais peintre, bon, je voyais vraiment avec un cadre devant moi. Oui, je voyais vraiment tout en peinture, en créativité. Je ne regardais que avec ces yeux-là. Depuis que je fais des études, de psycho, je n'ai plus le même regard. Quand je vois ces mêmes mendiants là dans la rue, je ne fais plus le tableau a priori. Je me demande, première question, je me pose la question, pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'était sa vie? Comment on peut l'aider? Hein? Voilà, c'était ça. Donc, c'est deux questions maintenant. Avant, c'était que le regard, l'image, et là, maintenant, c'est aussi qu'est-ce qui se passe avec ces personnes. Voilà. En ça se à la fois, bon, pour la peinture, c'est vrai, ça change tout. Parce qu'on a un autre regard, donc, on a un regard aussi de la personne, mais c'est moins, comment on dit, c'est plus élargi, et quand on n'a que le regard de la peinture, je faisais de la peinture le matin ou le soir, je faisais que ça, je voyais toujours ça. Maintenant, avec la psycho, je me pose beaucoup de questions sur les personnes, les gens qui m'entourent, tout ça. D'ailleurs, c'était un peu ça qui m'a emmené vers les études de psycho, parce que quand j'étais à Paris, à l'école des Beaux-Arts, évidemment, c'est un monde différent. Hein, et puis, il y avait beaucoup de personnes qui étaient effectivement, qui ne trouvaient pas leur place dans la société, qui étaient malades sans être malades, en fait, qui avaient des problèmes psychiques. Et moi, à ce moment-là, je me dis, j'aimerais bien faire, parce que j'étais très portée par le surréalisme, et j'aimerais bien peindre ces personnes, pas simplement les portraits, gentiment, les portraits tels qu'il est, mais interpréter symboliquement les problèmes qu'elle a, cette personne-là. Et là, je me suis aperçu que finalement, par exemple, s'il n'y a pas personne qui était connue dans notre groupe d'artistes, qui était un paranoïa, par exemple, je me dis, mais oui, on voit à peu près, on sait comme ça, qu'est-ce que c'est la paranoïa, mais en fait, c'est pas suffisant pour interpréter ça en peinture ou en dessin, symboliquement. Comment on veut faire un symbole si on ne connaît pas? Et plusieurs fois, il y avait des questions comme ça, oui, ou ce soit une autre maladie, maniaco-dépression, parce qu'il y avait plein de patients qui avaient des problèmes. Et puis je me dis, mais comment tu veux interpréter ça? Et voilà, je me dis, ça c'est une des raisons qui m'a poussé vers des études de psychologie. Hein. Et puis, voilà. Alors,
de même dans votre avant-propos, pardon, on ressent un regret. Le regret, c'est le galvaudage de l'art-thérapie. Vous êtes même parfois un peu sévère sur les formes de formation à l'art-thérapie. Vous êtes même sceptique vis-à-vis de certaines formations. N'y a-t-il pas là, du coup, un danger dans la pratique de l'art-thérapie? Oui, justement, là, je suis toujours encore actuellement un peu sceptique sur les formations qui sont trop, les formations qui sont trop brèves, trop courtes et qui n'amènent pas à grand chose, qui sont même, ça peut être même dangereux pour les patients, parce que j'ai vécu avec les stagiaires, par exemple, bon, qui ont des formations rapides. Je pense qu'il faut avoir des bonnes connaissances, pour être un bon thérapeute, je pense, il faut avoir des bonnes connaissances en psychologie, justement, pour savoir à qui on a affaire dans ce lieu. Parce que sinon, on peut faire... Sinon, on peut faire plus de dégâts que de bien. Hein. Et puis, pareil, je pourrais donner des exemples, il y a des exemples dans les livres, les pourquoi. Mais c'est pareil pour la peinture, il suffit pas un cours rapide, vite faire des cours comme il faut, là, maintenant. Il faut avoir certaines connaissances en peinture aussi, parce que très souvent, justement, les patients qui sont là, parfois, bon, ils viennent avec des questions techniques. Hein, et si vous ne pouvez pas répondre, ben, ils disent, mais qu'est-ce qu'elle fait cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est du peintre, enfin bref. Et puis, je pense que c'est important. Mais surtout, je pense, il faut qu'un atelier comme ça marche bien. Surtout, il faut vraiment aimer la créativité. Ça peut être la musique aussi, ou autre chose, la danse et tout ça. Il faut vraiment aimer ça. Parce que quand on aime quelque chose, on les transmet. Quand on le fait uniquement parce que ça fait partie, il faut le faire, on ne le transmet pas. Et puis aussi, en psycho, c'est vrai, il faut aimer les gens aussi. C'est toute tête, là, mais moi, je vais vous dire, je l'ai dit dans les livres d'ailleurs, quand maintenant je regarde, bon, je suis en retraite maintenant depuis un moment, et quand je regarde en arrière, comme ça, par tous les lieux où je suis passé, que ce soit à la faculté ou à l'école des beaux-arts, et les gens les plus intéressants, les plus honnêtes, plus intéressants, les plus sensibles, je les ai rencontrés à l'atelier, enfin, en psychiatrie. Et aussi, ce qui était intéressant justement, parce que j'ai continué mes cours à l'extérieur, dans les maisons du quartier, dans les écoles et tout ça. Et évidemment, c'était bien pour comparer un peu qu'est-ce qui se passe à l'hôpital, dans l'atelier, qu'est-ce qui se passe à l'école. Et finalement, j'ai remarqué les patients de l'atelier, ils avaient un point en commun avec les enfants. C'est-à-dire la spontanéité, l'envie de s'exprimer et de ne pas s'occuper du voisin. C'est-à-dire, à l'hôpital, par exemple, les gens, c'est pour ça, je parle de l'art brut aussi, parce que justement, l'art brut, je pense que nous, notre travail est très basé sur l'art brut. C'est-à-dire, on travaille, c'est de façon d'exprimer sans arrière-pensée matérielle ou mode, style et tout ça. Voilà. On fait parce qu'on en a besoin, c'est des moyens d'expression, et on le fait, mais pas par la question de mode, pas obligatoirement par cette question-là. Hein. Et puis mais bon, on va en venir au fait, qui est le sujet du livre, Artistes de l'ombre. Néanmoins, dans la première partie, qui s'appelle Apprentissage et mise en place de l'atelier d'art-thérapie, vous concluez ce stage d'observation par des impressions à la fois négatives et positives. Dans le négatif, vous êtes choqué par la quantité de médicaments administrés aux patients, par le maternage exagéré. Parfois. Et aujourd'hui? Probablement, ça continue forcément parce qu'il faut voir dans un contexte où les patients, c'est comme dans une école, il faut qu'ils demandent pour chercher leur paquet de cigarettes, il faut qu'ils demandent pour ceci et cela, il faut qu'ils demandent pour faire pipi, et voilà.
c'est normal, c'est normal. Bon, c'est un lieu clos quand même. Et puis, il faut effectivement une certaine... Ce qui m'a choqué le plus, justement, c'était effectivement la distribution, quand j'ai fait mon premier stage, surtout à la distribution des médicaments, quand ils sont là en queue, et sagement, sans rien dire, voilà, il attend la petite boîte bleue, rouge, verte, les petites pilules. Voilà. Et puis, ça m'a, en tant que stagiaire, hein, ça m'a effectivement un peu éprouvé. Et surtout, le nombre de médicaments. Je me dis, comment ça se fait que déjà le matin, ils ont 6, 7, 8 médicaments. Mais oui, mais ça, c'est un correcteur. Ça, c'est... enfin bref, ça m'a choqué. Maintenant, je me dis, je ne suis pas content, bien sûr, je ne peux pas être content des médicaments. Les médicaments font du bien, certains les patients ils ont besoin, c'est ça. Mais je pense toujours par exemple, à un patient et tous les jours, quand on monte au deuxième étage, à notre atelier, c'était pas un autre atelier, et ben, elle était dans un coin, dans l'ombre, elle est schizophrène. Et elle était dans un coin, dans l'ombre, assise sur une chaise du matin, la majorité du temps, et elle délirait, elle avait un délire, et on voyait son délire, elle souffrait, comme ça veut dire. Et bon, j'ai raccourci tout ça, et un jour, j'ai réussi à l'emmener à l'atelier, et cette même patiente, c'était extraordinaire, à l'atelier, bon, pas tout de suite, le premier jour, elle a fait son délire, elle a exprimé un peu son délire, c'était un sous-marin, parce qu'elle était espionne dans son délire, elle était espionne, et alors c'était un sous-marin. Et après, très vite, elle a lâché, il n'y avait plus question de son délire, elle faisait des paysages, mais d'une genre tranquille, dans les couleurs, les pastels et tout ça. Et toutes les personnes, je me rappelle toujours, le personnel m'a demandé, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et tout le monde imaginait les pires des choses parce qu'elle avait des délires parfois vraiment très durs. Eh bien non, les délires n'étaient pas là. Et ça m'a fait penser parce que souvent, souvent dans les congrès ou dans les cours, les gens me demandaient, est-ce qu'on peut canaliser les délires? Alors, que répondre? Oui, parfois, c'est possible, mais souvent, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces délires? Et alors, c'est là que je me suis aperçue, cette personne-là, en question dont j'ai parlé tout à l'heure, quand elle était à l'atelier, pendant 2 heures, elle était là, détendue, on voyait son visage, était détendu, elle ne délirait pas du tout. Seulement, avant de venir à l'atelier, bon, on avait une coutume de prendre les cafés, là, elle délirait, ceux qui voulaient délirer, elle délirait. Et une fois en place, elle était là, elle était détendue. Et je me suis dit, cette femme, elle est là déjà depuis plusieurs années. Elle prend son traitement et tout ça. Et finalement, même malgré les traitements, son délire est toujours là. Mais certes, les traitements repoussent peut-être les délires, ce moment des souffrances. Et alors, en atelier, pareil, nous, qu'est-ce qu'on fait? On repousse ces délires-là. Mais peut-être quand je suis rentrée chez moi, là, après 2 heures, mais elle, peut-être, elle continue, elle reprend son délire. Donc, qu'est-ce que fait pour cette personne-là? L'art-thérapie est quand même un bien, parce que ça lui offre des moments où elle ne souffre pas. Parce qu'on voyait bien. C'est déjà ça du bien. C'est pour ça, quand les gens disent, souvent on me demande, est-ce que l'art-thérapie guérit? Non, non, bien sûr pas. Quels sont les médicaments qui guérissent aussi? Il y en a, mais je ne sais pas s'il y en a autant comme on fait croire. Et alors, l'art-thérapie, alors pourquoi l'art-thérapie? Mais oui, parce que je trouve que c'est un très bon complément, à aux médicaments, justement. C'est très bien. Et même, d'ailleurs, je marque dans un neuropsychiatre autrichien, Léon Navratil, justement, ça c'est extraordinaire. Il a su profiter de cela, il a observé, par exemple, j'ai ça pour que ce soit. Il a su, par exemple, dans la maladie des maniaco-dépression, il a observé que les patientes, quand ils rentrent d'une phase à l'autre, par exemple, de la phase maniaque vers la phase dépressive,
dans l'expression graphique, on voit déjà les traits de la dépression, c'est-à-dire appauvrissement du trait et des thèmes même tristes et tout ça. Et on voit déjà, or dans les comportements, on voit encore rien, il peut être encore bien agité et tout ça. Et là, c'est curieux, dans l'expression, on voit déjà la phase à venir, et il a profité de ça pour adapter les traitements. C'est génial, et c'est ça, je trouve ça vraiment génial, et je l'observe ici. Dans la télé, je le remarque aussi, hein, exactement c'est délicat. Et oui, dans cela, c'est extraordinaire déjà. Ça peut être un bon complément à la médecine, aux médicaments. Si seulement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, encore plus que je maintenant, aujourd'hui, la plupart des médecins, hein, il faut dire, pas tous, parce qu'il y avait des médecins, j'ai eu la chance, bon, je veux dire, je ne sais pas Dige, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir un médecin-chef qui était ouverte à notre atelier, qui me donnait la possibilité de faire ces ateliers. Ça, il faut vraiment dire, c'était grâce à M. Papadich, oui, ça c'est vrai. Et puis, mais ça, c'est pas le cas de partout. Hein. Ça, j'ai eu cette chance-là. Pareil, j'ai eu la chance de monsieur le directeur pour des expositions aussi à l'extérieur. Ça aussi, j'ai plein de collègues ailleurs en France là, qui ont beaucoup de difficultés pour exposer à l'extérieur, voilà, surtout maintenant avec les problèmes des terrorisme et tout ça. Là. Et ben là, c'était toujours, ça m'a montré qu'ils ont eu confiance en ce qu'on fait. Et vraiment ça il faut bien le dire. Maintenant, il faut aussi, il faut dire aussi, souvent, pour les médecins actuellement, bon, ils ne font pas la différence entre ergothérapie et art-thérapie. Bon, les patients sont occupés, tranquilles, mais voilà. Or, il y a une grande différence, même dans le fonctionnement, c'est-à-dire, parce que, je dirais presque, l'art-thérapie, c'est bien quand un patient arrive à l'hôpital, soit qu'il exprime lui-même, qui veut faire de la peinture, ou soit que l'équipe discute avec lui, qui essaie de dire, voilà, s'il veut venir à l'atelier. Voilà. Soit que c'est un désir individuel, soit par équipe. Mais ce n'est pas une obligation. En art-thérapie, qu'est-ce que les buts, surtout, avant tout, c'est aider aux patients qui est complètement renfermé, généralement, quand il arrive, de s'ouvrir à nouveau envers autrui, de communiquer. C'était surtout la communication avant tout. Mais, bon, on dirait en ergothérapie aussi, la communication. Mais en art-thérapie, on mise moins la réinsertion professionnelle, par exemple. On essaye que les patients se sentent un peu mieux à nouveau, qu'ils ont envie d'aller vers l'autre. C'est ça, le premier point. Et alors aussi, en art-thérapie, on tient compte, c'est important de tenir compte des handicaps, parce que les handicaps sont très divers de l'un à l'autre. Chacun est un cas unique. Il faut bien se dire, même s'ils ont la même étiquette schizophrène, chaque cas est un cas unique. Et c'est pour ça, il ne faut pas avoir 20 patients dans un atelier, ça ne marchera pas. Si vous êtes seul, 8, je dirais même 8, c'est les grands maximum. Hein. Mais généralement, j'avais toujours un stagiaire avec moi pour que je puisse faire mon travail, la stagiaire fait son travail, et ça allait, enfin, 8, j'ai jamais dépassé les 8 par séance, c'est important, pour s'occuper de chacun, parce qu'il faut savoir, il y a certains impossible de le mettre à côté de quelqu'un d'autre, impossible, qui ont besoin d'être isolés, presque avoir un petit coin. Chacun est donc différent. C'est la même chose, par exemple, je me rappelle aussi, j'ai dit non, par exemple, avec pourquoi je dis stagiaires, ils n'ont pas assez de connaissances parfois des problèmes psychologiques, de la maladie psychique, parce que, par exemple, je me rappelle toujours, il y a une patiente qui venait me voir, elle me dit « Ah, stagiaire, elle me pose tout le temps des questions, ou un autre, et pourquoi ça ne la regarde pas, etc. » Un stagiaire voulant bien faire, elle la connaître mieux, mais ça se fait pas, il faut faire très attention. Ou par exemple, il y a des patientes, j'avais une patiente qui ne supportait pas qu'on la complimente, parce que déjà, elle avait un problème qui était à travailler, bien sûr, mais elle avait un problème de sous-estimation d'elle-même,
Et si quelqu'un l'a complimenté, il dit c'est une fausse tonde, voilà. Elle supportait pas. Et chaque fois quand quelqu'un l'a complimenté, elle quittait l'atelier, elle venait plus, elle partait. Hein. Et j'étais obligée de lui dire. Parfois, j'avais plus de travail avec les stagiaires, bien sûr, qu'avec les patients, parce que pour qu'ils évitent justement ces maladresses-là. Hein. Et puis, il y a aussi qu'est-ce qu'il va bien. Non, mais c'est très intéressant. Ça facilite beaucoup le contrôle. Juste, on va continuer parce que malheureusement, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on est un peu pris par des problèmes de galerie marchande. Arrive 1990. 1990, inauguration de l'atelier art-thérapie qui occupera désormais l'ancien pavillon de gériatrie. Votre rêve est réalisé. C'est un rêve. Votre rêve est réalisé. Pouvez-vous nous parler très brièvement, parce que j'ai plein d'autres questions derrière, de votre ressenti? De votre ressenti à l'époque. C'est l'aboutissement. En 90. Oui, en 90. Comment ressenti sur... C'est un aboutissement pour vous? Oui, c'était génial parce que là, enfin, non, c'était surtout génial parce que c'est un lieu. Parce que c'était surtout génial parce que c'était un lieu magnifique, il faut dire magnifique. À plein de pieds, là, bon, parce qu'il y a des handicapés qui avaient des chaises roulantes aussi. Hein. Là, plus de ces problèmes-là, je me rappelle, un infirmier qui est obligé de l'emmener à deux, il est monté au deuxième étage, bon, et tout ça. Et là, à plein de pieds, et puis lumineux, et je trouve, ce qui était bien, justement, ça faisait vraiment atelier d'art. Il y a l'atmosphère qui était là. Ça m'a fait penser aux écoles des beaux-arts. Il y a l'atmosphère qui est là, et ça donne envie. C'est important, ça donne envie de peindre, de créer. Mais je dis toujours, mais c'est important de faire avec les patients. Ça, c'est très important de participer. D'ailleurs, il y a plus de psychiatrie où... oui, c'est vrai, pourquoi j'y pense en moi. C'est vrai. Ça sécurise. Bon, alors, je tiens compte. Bon, alors... Mais oui, mais comment... Il faut le mettre le plus près des lèvres, comme ça. Oui, on peut le... Non, c'est pas facile. Quand on n'a pas l'habitude, c'est pas facile. Oui, si vous voulez, comme ça, oui. Comme ça va aller. Bon, comme ça. Oui, visual. Bon, alors, comme ça, voilà. Oui. Alors, qu'est-ce que des questions? Bon, on va continuer. Moi, j'ai été absolument émerveillé dans le chapitre où vous décrivez les observations de cas cliniques. Vous présentez 10 cas. Grosso modo, vous regarderez dans le livre, et dans ces 10 cas, il y en a 2 qui, honnêtement, m'ont complètement scotché, et vraiment scotché. C'est l'homme schizophrène maniaco-dépressif, ou encore le jeune toxicomane. Franchement, c'est le cas numéro 10 de maniaco-dépressif. Je vous assure qu'on a affaire à des œuvres d'art. Des œuvres d'art. Ah oui, vous voyez, c'est... attendez, parce qu'il faut que j'ai mis un marque-page. Ah oui. Alors ça, c'est le jeune toxicomane. Oui. Allez, je pose mon micro. Mais là, vous avez vu, j'ai presque rien écrit sur lui parce qu'il ne parlait pas. Il parlait pas. Mais là... attendez, il faut que je trouve la page. Oui, voilà. Alors, ça, c'est l'homme souffrant. Enfin, lui, c'est un traumatisme de la guerre qu'il a eu. C'était pas un schizophrène. Hein. Et alors, le suivant, c'est le 10, je crois. Ouais. Voilà. Ça, j'ai dédié le livre à lui. C'est extraordinaire. J'ai dédié à lui parce que c'est vraiment... Pour ceux qui voient, voyez, vous avez phase normale, phase maniaque. Dépressif, et il est un peu borderline parce qu'on hésite entre schizophrénie. Ah oui, on hésite un peu entre schizophrénie au départ et des maniaco-dépressifs. Vous savez, parfois, c'est pas si limité que ça. Hein. Il y a plus, c'est entre deux. Hein. Il avait dessiné, il a fait ces patients-là. Il a fait que tout ça, en fait. Il dessinait tout le monde qui passait devant lui, tout le monde. Hein, il faisait que ça.
Et dans sa chambre, il travaillait beaucoup dans sa chambre. Il venait à l'atelier, il venait que à l'atelier nous montrer ce qu'il a fait et ce que j'en pense. Et généralement, il distribuait ses portraits là. Maman, il m'a donné plein aussi. Là. Et puis, mais ce qui est terrible, parce que c'est un monsieur, j'ai décelé à ses livres à lui, parce que je crois que c'est le monsieur qui a vraiment le plus souffert de tous les gens que j'ai vus qui souffraient. Il a énormément souffert, il était d'une intelligence terrible, il était éternellement dans une situation dans la pensée suicidaire. Et il a réussi un jour, malheureusement. Mais je pense, il était conscient, ce qu'il disait aussi, que sa vie, il ne voyait pas de sens dans sa vie. C'est vrai, il n'avait pas de famille, il n'avait personne, personne. Mais il était d'une intelligence, une finesse. Il sentait les choses en avant. Non, il m'a marqué, vraiment. Et doué, c'est vraiment très doué. Pour les affiches, il faisait un dessin. Voilà. Ces portraits, parce que ça correspond à l'époque aussi. Hein. Mais vraiment. Vous dites dans votre livre que vous faites référence à un peintre contemporain, Hans Hartung, parmi les œuvres qui sont présentées. Et moi, je me suis permis de vous susurrer que ça me faisait aussi penser à Edvard Munch. Munch, c'était plus... en termes de couleurs. Oui, Munch, c'était quand même plus dans le réalisme, hein, dans le peinture réaliste. Et Hartung, il y allait dans le peinture très abstrait. Gestuel, enfin, il dit... On est sur le jeune toxicomane, par exemple. Qui, lui, tous ses dessins, les dessins du toxicomane... il pourrait être exposé entre guillemets, hein, parce que vraiment chapeau. Ouais, il est tellement, je ne sais pas, il est disparu, un jour il est parti comme ça. Et ça tous ces dessins, ces tableaux ont été réalisés dans le cadre de l'atelier d'art-thérapie. Oui, sauf lui, il venait nous montrer toujours. Il y a deux comme ça, justement lui, il avait une chambre dans un autre service, là, on lui donnait une chambre au grenier, là, et puis je suis allée dans un atelier voir, etc., et il venait, il nous montrait. Il travaillait seul. Hein, Donc, comme vous pouvez... L'autre, c'est pareil, il travaillait beaucoup dans sa chambre. C'était extraordinaire parce que maintenant, il fait visiter sa chambre et tout ça. Là, et c'est celui, d'ailleurs, à qui j'ai testé des livres, qui a dit un jour, oh, finalement, on pourrait exposer. C'est lui qui m'a poussé faire. C'est grâce à lui, on a fait la première exposition dans une clinique. Et imaginez-vous, il fumait comme un pompier, il avait des doigts tout jaunes et tout ça. Et il était vraiment comme un clochard, il était là, il fumait, et s'il avait l'alcool, il a repris aussi. Mais et quand on a fait cette exposition-là, en plus il m'a nargué aussi, les dernières minutes, parce que j'étais encore plus jeune, hein, et puis il savait que c'est à cause de lui que j'expose, parce qu'il avait tellement de la production. En dernière minute, à la veille, il dit, oh finalement ça ne m'intéresse pas à exposer. Hein. Je dis, bon, ouais, d'accord, non. Il ne faut pas le pousser non plus, hein. D'accord. Et non. Et plusieurs fois, il disait ça. Et il était drôle, il avait un humour, drôle. Non, il était vraiment. Et quand on a fait l'exposition, lui qui était habillé, il se laissait aller, il s'est acheté un costume, il s'est acheté un fume-cigarette. Il est venu avec un fume-cigarette tous les jours à l'église Martineau. Tous les jours, il est venu. Première chose, il est allé vers les livres d'or. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quelque chose là. C'était génial. Il vivait. Mais même c'était même. Il y a. Je ne sais pas si je vais le raconter. Il y a un groupe d'infirmiers qui arrivent avec des patients et il les envoulait. Hein, il dit, vous aurez préféré que je reste dans ma chaise devant la télévision, vous aurez préféré. Hein, enfin, il a dit tout ce qu'il avait sur le cœur. Je ne revenais pas parce qu'il ne lui parlait pas beaucoup. Hein. Et là, du coup, et puis, mais il était quand même, il reste toujours suicidaire. Et vous avez. Enfin.
Mais même quand il raconte ses tentatives de suicide, et il raconte ça avec humour noir. Il dit, tu te rends compte, ça fait 2 fois que je me suis jeté dans la Vilaine, et 2 fois ils m'ont pêché. Je dois avoir un sacré instinct de survie. Hein. Je ne vais pas recommencer une 3e fois. Mais il raconte ça avec une gaieté et tout ça. Ouais. Bon, il faut que j'arrête là. Non, pas du tout. Par contre, vous avez très bien fait la transition avec la question suivante. Ça y est, grâce à pas mal de choses, vous sortez de l'hôpital et vous faites de nombreuses expositions. Vous avez parlé de celle à l'église Martheneau. Oui. Il y en aura une en 1996 avec une expérience très riche. Alors 1996, je vais vous rafraîchir. Ah, je vais enfin pouvoir vous rafraîchir la mémoire. Ah, attendez, parce que 1996. Excusez-moi, je n'ai pas mis des marque-pages partout. Écoutez, je ne retrouve pas, mais en 1996, il y a une exposition. Si je pouvais la trouver, ça serait super. Voilà, exposition vente en 1996. Ah, c'était à l'hôpital. À l'hôpital. Ouais, je vois. Et là, alors là, une chose terrible vous arrive. Ah ouais. Un médecin s'arrête devant un paysage de pastel 65-50 cm, s'exclame, magnifique. Vous le vendez combien? 400 francs. C'était correct. Ce qui n'était, vous le dites vous-même, ce qui n'était vraiment pas beaucoup pour une peinture d'amateur qui avait passé au moins 3 heures de travail dessus. Il reprit, quoi? Mais vous exagérez. Et là, vous êtes extrêmement écœuré. J'étais écœuré, ce n'est pas qu'il dit que vous exagérez, parce qu'il a dit, vous exagérez pour un malade. Pour un malade. Mais ça, vous ne l'avez pas mis dans le livre. Hein? Vous ne l'avez pas mis dans le livre, ça. Vous avez mis simplement, vous exagérez. Vous n'avez pas voulu être trop méchant. Je n'ai pas dit. Oui. Ah bon. Oui, bon, des impatients. Oui, voilà, c'était ça exactement. Voilà, donc ça c'est 1900. C'est ça qui m'a choqué, voilà. Et alors, depuis ce moment-là, j'étais tellement choquée, je me dis, bon, en fait, je me dis, c'est pas la peine de mettre l'argent avec la peinture. Cet atelier est thérapeutique avant tout. Et puis, c'est vous qui l'avez déjà. On vous a offert, c'était ça. Ce sont les tableaux exposés en 1996. Ouais, c'était ça. Non, c'est pas celui-ci. Si, c'est là. Les paysages, là, je veux dire, je parle avec M. Padiche, parce que ces tableaux en question, on l'a offert à M. Padiche pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour nous. Là, ouais. C'était juste ce tableau-là qui était en question en vente, là, ouais. Bon, et puis, alors, voilà, à partir de ce moment-là, je me dis, bon, finalement, déjà, j'aime pas, moi, comme l'art et l'argent, c'est comme ça, moi, j'aime pas, c'est comme ça. Et alors, je me dis, si effectivement dans les expositions il y a toujours des gens qui demandent est-ce que vous vendez, etc. Je me dis bon, si un patient veut vendre, après tout, pourquoi pas. Et j'ai mis celui qui était intéressé en contact avec les patients, et après je me dis ça ne me regarde plus. Parfois je me dis quand même à l'hôpital c'est délicat de vendre les tableaux des patients, parce que s'il s'agit d'un toxicomane ou un alcoolique, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter sa bouteille de vin, et c'est délicat quand même dans ces cadres-là. Hein. Mais bon, alors pour éviter ça, j'ai dit voilà, je l'ai mis en contact. Il y a un médecin, d'ailleurs il parle, un médecin qui a dit oui, il est intéressé par un tableau. Et puis c'était à l'exposition sur les cerveaux, c'était génial. J'aimais beaucoup cette exposition-là. On va y venir. Oui, c'est ça. Bon. Grillons pas les étapes. Donc une exposition encore en 1999 par contre, dans le cadre de l'hôpital, sur le thème l'hôpital intramuros, et cette exposition a lieu à l'Institut supérieur des arts appliqués. Ah oui, à l'ISA là. À l'ISA. Ouais. Et puis vient à partir de 2004 des thématiques. Alors en 2004 il y aura le cerveau, en 2005 c'est quoi délivrer, en 2006 organo-web. Alors j'arrête, je vais continuer après, mais organo-web. On voulait être à jour là, avec toutes les informatiques et tout ça. Je me dis, tiens, ça fait plus joli qu'à l'intérieur du corps. Hein. C'est pas encore dans le Larousse. Hein, ah ben c'est nous, voilà, en 2007, le pied, et en 2008, personne au singulier, / ouais, c'est beau, personne au pluriel. Personne au singulier et pluriel. Oui. J'aimais beaucoup, c'est un patient qui m'a donné cette idée, là, des titres. Je trouve que c'est pas mal. Personne singulier et personne en pluriel. C'est sympa. Voilà, j'ai pris les thèmes
Et on a travaillé effectivement des personnes dans toute matière. Là. Alors, dans le bouquin, bien évidemment, vous avez par exemple, le pied. Ah oui, ça me bien. C'est surtout à base de récupération, hein, des vieux trucs pour les gens de l'hôpital, c'était génial. Et c'était même agréable, pendant l'exposition, les enfants pouvaient se coucher dessus, là, jouer là-dessus, sauter, voilà. Alors le fameux organo-web, il y a toujours beaucoup de couleurs hein, dans les... Ouais, ça c'est bien. Donc autant de thèmes qui sont magnifiquement illustrés, et ça c'est vraiment le travail quasi quotidien que vous organisez pour arriver à cette qualité de... On travaille 1 an là-dessus, sur une exposition 1 an. C'était un thème, parce que je trouve que c'est très bien de donner un thème d'ailleurs dans un atelier, parce que ça donne... c'est bien, parce qu'on travaille sur quelque chose, voilà. Et puis, mais ce qui est important, on n'était pas obligé. Que ceux qui voulaient participer c'est des livres quand même, ça c'est important, hein, parce que si les gens sont obligés. Et aussi, c'est pareil pour les cours, je me suis aperçu de plus en plus, de moins en moins, je donne des cours, parce que je trouve que c'est pas une école quand même, c'est pas le but de cet atelier-là, hein. Le but c'est de mieux être. Mais ce qu'il faudrait, et aussi, c'est pour ça, il faut voir, si quelqu'un veut vraiment progresser, c'est pas parce que toi, en tant qu'animateur, tu dis « Oh, il fait des bons dessins, il faut qu'il pourra faire ceci, ça. » Non, il faut que lui ait envie de faire. Hein. Ça, c'est très important. Et puis, pour ça, les cours, de temps en temps, quand je voyais, en fonction des patients qui étaient à l'atelier, je voyais plusieurs qui étaient intéressés à prendre, par exemple, la perspective. Pourquoi pas donner un cours. Mais s'il n'y avait qu'un qui était intéressé à la perspective, je le prenais à part, et voilà. C'est ça, à l'art-thérapie, ergothérapie. Parce que ergothérapie, justement, ça peut être... Vous allez trop vite, là. Ah oui, parce qu'à la fin, je vois ça. Je trouve ça tellement important, c'est pour ça. Ah mais on va y venir, j'aurais pas dû ouvrir le livre. Ouais. À la fin de votre livre, vous posez énormément de questions. Vous abordez l'art et l'art brut, donc un chapitre extrêmement intéressant. On reconnaît là l'artiste que vous êtes. Et puis, vous abordez l'art-thérapie, ergothérapie. Vous nous en dites un petit mot? Oui, parce que justement, comme j'ai dit, l'art-thérapie, c'est avant tout aider la personne à respirer à nouveau et voilà, ça vise la communication avant tout. Mais en tenant compte de chacun, des handicaps de chacun, ça c'est important, des handicaps de chacun. L'un a besoin d'aide, l'autre a besoin d'être seul, l'autre ceci, cela. Voilà. En ergothérapie, c'est complètement différent. L'ergothérapie, c'est déjà, je pense que c'est bien, par exemple, à envoyer un patient quand il a trouvé la communication, l'envoyer en ergothérapie pour la préparation dans la société, c'est-à-dire avec les horaires importants. Il y a plus de contraintes. En art-thérapie, on ne demande que le respect les uns les autres, mais s'il ne veut rien faire, il peut rester là, rien faire. De toute façon, on fait toujours quelque chose dans la vie, hein, je ne pense pas, je ne connais pas. Voilà. Et puis, en ergothérapie, par exemple, un patient, quand il est là, qu'est-ce que l'animatrice va dire? Écoute, allez, vas-y, fais. Elle essaye de l'emmener vers la vie, comme elle dit, oh, une vendeuse, il faut qu'elle vende, et puis voilà, en cela, ça peut être très bien une étape. Première étape, art-thérapie, deuxième étape, ergothérapie. Hein. Et aussi, je vous dis franchement, art-thérapie, je déteste ce terme-là. J'ai toujours détesté ce terme, et vous avez vu, j'ai marqué art et thérapie. Oui. Parce que art-thérapie, j'ai jamais parlé d'art-thérapie parce que les gens disent art-thérapie pour la commodité, là. Mais je déteste ce terme-là parce que art-thérapie, quand on réfléchit bien, ça veut dire thérapie pour les artistes, en fait. Hein. On peut les prendre comme ça. Art-thérapie, ou alors, parce qu'on fait de l'art, on va apprendre de l'art. Non. J'aime bien faire de l'art. Bon, c'est bien, ceux qui sont capables de faire de l'art, mais l'art, c'est pas c'est toute une organisation. Hein. Et en ergo, c'est déjà, c'est différent. Enfin, art, parce que je dis toujours,
artiste, on ne devient pas artiste, on l'est ou on l'est. Mais apprendre des choses de l'art, bien sûr on peut, mais artiste c'est autre chose. Alors, dans la télé, quand je regarde en ce moment, j'ai eu très peu des artistes, mais beaucoup de gens qui étaient très... Quelqu'un, voilà, vous avez l'exemple typique, quelqu'un qui vous fait des cartes, des géographies magnifiques. Quelqu'un dit, oh c'est un artiste, tu as vu les cartes de géographie? C'est pas l'art ça. L'art, bon, chacun sa définition. Vous regardez un dictionnaire, vous avez plein, il n'y a pas qu'une définition plein. Moi, ma définition de l'art, en gros, pour moi, c'est du journalisme noble. C'est-à-dire, un artiste, c'est pas que du loisir, c'est pas que agréable. C'est un travail dur. Un artiste a le devoir de transmettre par son art la vie de maintenant. Parce que dans 100 ans, les gens veulent voir à travers l'art, parce qu'on parle de la peinture, dans la production, comment les gens ont vécu maintenant. Par exemple, si aujourd'hui, par exemple, les natures mortes, ça existe depuis l'homme existe, la nature morte existe. Bon, si aujourd'hui, je fais une nature morte, je prends la tasse de ma grand-mère, et je vais borner la tasse de ma grand-mère, et je ne sais pas les trucs encore de l'autre, Anatole, là, et bien, ça sera faussé. Et bien, en 50 ans, les gens, ils sont vus dans cette tasse-là. Mais non, les gens, ils veulent voir dans quelle tasse ils sont venus en 2017. Alors, voilà, ça c'est un exemple. Mais, et aussi, on a en art-thérapie, Picasso, vous voyez toutes les tableaux, là, on voit bien, ils respectent tout ça. C'est du journalisme, une forme de journalisme. Alors, c'est pour ça, bon, l'amateur et l'artiste, moi je fais une séparation très nette. L'amateur, parce que les gens disent l'art, mais oui, moi j'achète des tableaux parce que c'est agréable, parce que c'est agréable pour des couples, c'est joli, etc. Non, c'est pas ça l'art. L'art, c'est comme... Mais l'amateur, celui qui dimanche, dans ses heures lumière, qui peint l'impressionnisme aujourd'hui, pourquoi pas? Il a le droit de se faire plaisir et faire plaisir à l'autre. Mais l'artiste, lui, son devoir est donner le reflet avec sa personnalité, attention, pas la photo, avec sa personnalité à travers son art. C'est ça pour moi. Chacun peut penser ce qu'il veut. Et voilà, bon, on en revient à ce que vous disiez justement sur les enseignements. Parce que c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler d'art-thérapie et franchement, pour le néophyte que je suis, moi personnellement, je ne sais pas très bien ce que c'est. Et enfin, je n'arrive pas toujours à comprendre. Et là, vous dites quand même quelque chose de très important. Vous dites, il y a des enseignements de durée trop courte. Oui. Et même s'il est possible d'acquérir, je vous lis, s'il est possible d'acquérir une culture générale en art et en psychologie, mais je ne pense pas que cela soit suffisant pour atteindre les compétences et les savoirs nécessaires qu'exige le métier d'art-thérapeute. Oui, je pense que c'est nettement clair. Parce que regardez, actuellement, bon, j'ai des quelques preuves que j'ai connu partout des art-thérapeutes, mais je connais quelques-uns, et généralement, je reviens encore sur Léonard Bratti, à Vienne, là, à côté du... C'est génial, ça c'est exactement ce que... C'est un neuropsychiatre, Léonard Bratti, qui était passionné par l'art. Et ben c'est lui qui a mis en place toute une maison, écriture, peinture et tout ça, il a mis ça en place, et on voyait, quand j'ai visité ça dans les années 60, et bien on voyait qu'il a un respect des patients, et quand il a fait visiter cette maison-là, c'est les patients qui expriment ce qu'il fait, ce qu'il montre, ce qu'il faisait, ils étaient fiers, et après, lui, c'est lui qui a... Quand il est décédé, M. Lavrati, dans les années 80, et ben, il y avait un autre artiste qui a pris la place. Il est artiste, il est sculpteur, sculpteur, psychiatre, plus il a suivi des cours de management là, pour savoir gérer tout ça. Et ben, actuellement, ils sont même un musée maintenant. Et ils font des expositions dans le monde entier, c'est génial. Et lui déjà il disait, c'est vrai, tant
tant que on présente les œuvres des patients toujours avec des étiquettes outsider art, machin, des trucs, ça ne marchera pas. Et ça sera toujours dévalorisé. Je pense qu'il faudra apprendre à distinguer un malade, un artiste, qui a mal à la tête, on ne va pas le dire, qui a mal au pied, qui a mal au pied, on ne parle pas de ses mal au pied. Et je pense, tant qu'on ne sépare pas l'art et la maladie, ça ne regarde personne si quelqu'un est malade. Ce qui compte, c'est le résultat. Et tant que c'est les mêmes choses, j'ai dit, tant que les psychiatries, ça je voulais absolument caser ça parce que je pense tout le temps et je case partout où je peux, tant que les psychiatries, tant que les psychiatries sont séparées de l'hôpital tout court, eh ben, on n'est pas beaucoup avancé. Parce que, et pourquoi? Par exemple, combien de gens ont besoin de se faire soigner, surtout les hommes d'ailleurs, qui disent « Ah mais moi je ne vais pas en psychiatrie, je ne suis pas fou, je suis pas fou ». Si c'était dans un hôpital général, juste une section, une maison, ben, ils iront peut-être se faire soigner. Mais aller en psychiatrie dans une maison des fous, non, ils ne vont pas. Et ça, ça commence avec la nef des fous. La nef des fous, c'est les bateaux, là. Il y a très longtemps. Eh ben, les fous étaient sur les bateaux. Après, on les a mis en dehors des villes. Et maintenant, ils sont en ville, mais avec des murs. C'est pas... Ça avance très peu. Et je trouve, même si on fait des murs transparents avec des grillages, non. Alors ça sera ma dernière question, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de questions du public. Vous finissez quasiment votre très beau livre, je le répète, par une question. Qu'en est-il de la relation entre le patient et sa production créative? Ça, très différent, très difficile. On n'a pas de... Très diverses. Très diverses. Il y en a ceux pour, il y a ceux pour qui la production fait vraiment partie de leur profonde intimité, et personnelle. C'est presque le prolongement de leur corps. Ceux qui sont très sensibles et ceux, par exemple, très souvent on demande « Ah non, moi je ne vais pas exposer et vous les montrez à personne, mais je vais un casier quand même, je vais les laisser là, je ne vais pas l'emmener au service. » Il y a quelques-uns. Il y a ceux, alors donc, ça n'a jamais été exposé et après ça reste à l'hôpital, la personne qui me remplace, enfin bref. Et puis il y a ceux qui disent « Oh, ça m'a fait du bien. » Ben, si vous croyez qu'on peut l'exposer, oui, exposez-les. Il y a ceux qui, au contraire, qui sont très attachés, et pour les montrer aussi, ils peuvent les acquérir aussi. Et voilà, c'est très différent. C'est très différent. L'un c'est fait parce qu'il peut s'occuper un peu en même temps, l'autre parce qu'il a pris conscience qu'il fait des tableaux. Des choses. Et les troisièmes, il y en a qui avaient... Moi, je veux bien vous les laisser à condition que vous les exposez. C'est très différent, ça dépend d'une personne à l'autre. Oui, parce qu'il n'y a aucune législation pour le sujet. Non, aucune, c'est ça qui est dingue. Aucune législation, c'est pour ça aussi, on a encore aujourd'hui des gens, mais je trouve avec des bonnes intentions, quand même, le plus souvent, qui font psychiatrie en psychiatrie, qui cherchent des œuvres, des patients, à Lausanne, c'était un peu ça aussi, le musée d'art brut à Lausanne, ben, ils ont acquis comme ça des œuvres, des patients, c'était des tableaux qui étaient dans les tiroirs, dans les dessins qui étaient dans les tiroirs. Et je trouve ça c'est une bonne chose quand c'est pour cette cause-là. Ça peut être bien, mais du vivant, alors ça dépend. Chaque direction a son règlement interne. Les uns disent, écoutez, nous on paye les matériels, bon les patients ils peuvent acquérir à condition qu'ils payent la matière première. C'est arrivé, on a besoin de savoir pas loin, parce que souvent, moi je fais, par exemple, quand je voyais quelqu'un qui ne peut vraiment pas, je les donnais quand même. Et ceux qui pouvaient payer, bon, ça allait dans une caisse de l'atelier, on a acheté du matériel en plus.